I knew that I had to go. I thought that I forgot. Move a little faster. So give me a sign, baby. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième saison du Podcastologue, dans notre épisode 22. Un épisode que nous faisons sans l'ami Philippe Chapeau qui est cloué au lit avec la Covid. Heureusement Bruno, tu es là, on salue Philippe. Salut Philippe. Et on va faire l'émission à deux. Bruno, tu vas nous parler d'un petit micro qui semble avoir conquis tes oreilles exigeantes. Tu vas nous parler de l'intelligence artificielle comme collaborateur ou collaboratrice dans nos productions. Tu vas aussi nous parler d'Alexa et de notre ami, notre grand ami ChatGPT. Moi, je vais aborder le sujet de la publicité et du podcast avec toi. Je vais te questionner et t'aiguillonner sur le sujet. Le podcast ou l'audio est-il l'avenir de la publicité ? Alors, ensemble, on va lancer cette émission, mon cher Bruno. Je suis Stéphane Berthomé et tu es Bruno Guglielminetti, le réalisateur, producteur du balado Mon Carnet. Mais aussi, je le signale parce que c'est une petite série que j'écoute avec beaucoup de plaisir, de l'excellent Passé Connecté. Ah, c'est gentil ça, merci. Que tu fais tourner via quelques intelligences artificielles. Tiens, touche-nous-en deux mots rapidement de ce Passé Connecté que tu as inséré dans ton flux RSS là. Ouais, l'idée là-dedans, c'est pas compliqué, c'est que j'avais le goût de parler de l'histoire des technologies, mais je me suis dit, je vais pas quand même me retaper ça, une autre série parallèlement. Alors j'ai dit, tiens, ce que je vais faire, je vais marier deux choses. Donc, ma soif de parler de technologie, puis de faire un petit coup de nostalgie à la petite histoire, mais aussi parallèlement, de tester les intelligences artificielles au niveau de la production sonore. Et donc, ce que ça m'a permis de faire, c'est de tester, de créer de la musique. Le thème qu'on entend de Passé Connecté, c'est un thème généré, créé à partir de mots que j'ai proposé à une IA. Ça a pris environ une dizaine de fois pour arriver à ce que je voulais, mais j'ai eu ce que je voulais. Et puis après, il y a deux voix qui sont là, une voix de présentation, une voix féminine, qui est une voix d'intelligence, une voix de synthèse. Et puis aussi, par la suite, toutes les semaines, il y a une voix qui vient nous raconter une nouvelle histoire. Et à partir de textes qui sont générés et adaptés et retravaillés par moi-même, mais qui sont en bonne partie le fruit d'intelligence artificielle diverses pour m'aider à la rédaction. Des épisodes de quelques minutes. Je me demandais combien de temps ça te prend pour faire un épisode. C'est quoi, entre 5 et 10 minutes? Même pas, hein? Ah, même pas. Normalement, le format, c'est entre 1:30 et 2 minutes. Ah oui, tu vois, je voyais ça plus long. Ouais. Et puis, ok, je vais garder ça. Non, mais c'est parce que je les écoute, je les écoute à la queue leu les uns après les autres. Ah, ben voilà. Alors, je me fais des séries en rafale, ouais. Mais donc, c'est ça. Écoute, je te dirais, le plus long, ça a été de définir les sujets que je voulais aborder parce que par la suite, je fais du croisement de recherche par intelligence artificielle. Ce qui prend le plus de temps, c'est d'aller valider l'information qui est donnée. Et puis après, je te dirais que pour 1 minute 30, peut-être que j'ai mis 30 minutes de production là-dessus. Waouh, quand même. Ouais. Même, c'est quand même rapide. Tu utilises Eleven Labs, c'est ça pour les voix? Notamment, j'utilise Eleven Labs, oui, pour la voix principale de Adam, qui est la voix masculine. J'en utilisais une autre pour la voix féminine. Et puis, mais je me promène. Évidemment, la voix, je la garde toujours, mais je fais des tests au niveau des écritures. Ah ouais. La rédaction. Il n'y a pas une semaine où c'est le même outil que j'utilise. Tu fais travailler des intelligences artificielles à la queue leu. C'est moche que tu fais. Non, mais je les teste. Mais le résultat est vachement intéressant. Moi, j'ai été quand même surpris par la qualité de la voix de synthèse de la dame, qui a une voix un peu au perché, un peu élégante, un peu bourgeoise d'ailleurs. Et honnêtement, ces inflexions sonores, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Donc ça vaut le coup d'être souligné. C'est presque humain. Oui, on n'est pas loin là. Je pense qu'on commence aujourd'hui à vraiment se rapprocher de tout ça. Bon. Mais tu sais, si je peux me permettre de partager ton expérience. Ouais, c'est ça. Mais, longue. Écoute, très longue. Et vieille. Surtout au niveau de l'intelligence artificielle. Tu sais. Mais non, ce qui est intéressant et le secret de la sauce, c'est pas compliqué, c'est de prendre le temps de paramétrer ces outils-là. C'est-à-dire que, parce que par défaut, on vous offre des voix, mais si vous cherchez un peu, vous allez voir que vous pouvez avoir accès à des paramètres. Et donc, c'est le débit, c'est le ton, c'est la rapidité. Le rythme. Le rythme. Et donc, vous retrouvez, normalement, il y a entre 2 et 4 paramètres sur lesquels vous pouvez travailler.
Et si vous prenez le temps de bien travailler là-dessus, Ça change tout. ça change tout, mais surtout, si vous pensez le répéter, prenez des notes, faites des captures d'écran pour vous garder en tête quels étaient les paramètres que vous avez choisis. Moi, je me suis fait prendre une fois, puis après, j'ai repassé des heures à retrouver ce que je voulais, et puis là, je me ferai plus jamais reprendre de ma vie. Très intéressant. C'est vrai que, mais c'est vrai que c'est des solutions pour créer des contenus comme ça, ou peut-être créer à un moment donné des annonces qui soient réellement crédibles quand on aura des voix artificielles. Mais celle de la jeune femme au début là est vraiment. J'invite les gens à l'écouter. Donc, ça s'appelle Passer connecté. C'est dans le flux RSS de ta série de balado, de mon carnet. Juste pour le plaisir de découvrir cette voix qui est quand même assez convaincante. Moi, ça m'a pas mal bluffé là, je dois le dire. C'est aussi pour ça que je voulais le souligner. À propos de voix, dans cet épisode, je teste encore un micro de la gamme Shure. Qu'est-ce que c'est cette semaine? Écoute, c'est un micro qui est peu connu, mais qui est pourtant, d'après Shure, l'un des micros qui vendent le plus. C'est le Shure, c'est le Beta 58A. Alors, c'est dans la gamme DSM 58. C'est un micro qui est plus destiné au chant, on s'entend. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ses caractéristiques. C'est vrai que tu as une voix plus chantée. Oui, c'est ça. Tu entends, j'ai un air d'Italie dans la voix. Et voilà. Donc, il fallait que je m'essaye au chant puisque j'ai un micro qui est quand même principalement destiné au chant, mais qui fonctionne très bien pour les entrevues parce qu'il a un contrôle électronique du gain qui permet, par exemple, d'éviter la surpression quand tu te rapproches trop de basse. Je vous donnerai quelques caractéristiques techniques à la fin quand on fera le débrief du test du micro, mais c'est un micro que j'ai utilisé à Denver pour faire des entrevues et j'en suis vraiment très content. Vraiment, il m'a convaincu de l'utilisation de ce micro-là, cette gamme de micros. Le SM58, il y a beaucoup de micros différents, mais cette version-là était vraiment intéressante. Le SM58, c'est une famille de micros. C'est ça, rendu c'est là, ça. Là, c'est ça. C'est la grande famille des micros, soit d'entrevue, soit de chant. Et n'oubliez pas d'ailleurs, à propos de la marque Shure, qui nous fait la gentillesse de nous envoyer du matériel pour qu'on le teste, que, durant cette saison 2, on va vous faire gagner 2 micros, le MV7, l'incontournable MV7, le polyvalent MV7, mais aussi le SH55 qui est un micro un peu plus exceptionnel avec un boîtier en métal qui est le micro vraiment typique, l'archétype du micro des années 50-60, le micro des crooners avec la grille métallique, un peu à la Elvis Presley, mais qui a un son assez incroyable. On va l'écouter dans un des épisodes du podcastologue. Alors, je vais juste annoncer notre partenaire Edisound avant qu'on se lance dans nos sujets, Bruno, et que tu nous ravisses de tes découvertes. Notre partenaire Edisound assure la visibilité du podcast avec des players qui placent stratégiquement sur des sites web, ce qui permet d'augmenter vraiment de façon substantielle nos écoutes et de faire découvrir le podcastologue dans la francophonie. À propos de francophonie, de sujets, Bruno, je te propose de commencer par ton premier sujet. Ta belle voix retranscrite grâce à un petit kit. Vas-y, donc qu'est-ce que tu veux? Tu me le montres, ça c'est bien, mais il faut parler maintenant, Bruno. C'est vrai? Oui, c'était là pour ça. Mais moi, je pensais que je faisais que la démonstration et tu qualifiais ce que tu avais entendu. Ouais, écoute, c'est quelque chose. Moi, ça fait longtemps que je cherchais un outil qui allait pouvoir me permettre d'enregistrer, peu importe où j'étais, et que je sois près ou loin de mon téléphone, parce qu'essentiellement avec le téléphone que je tourne. Et parce que là, on parle pas d'un micro pour le podcasting, etc. On parle du micro que tu voulais depuis longtemps utiliser pour faire la promotion, pour parler pour toute la partie promotionnelle, visibilité promotionnelle de tes contenus. Ouais. Mais okay. C'est principalement fait pour le monde de la vidéo, mais ce que j'ai découvert en l'utilisant, c'est que même pour l'audio, uniquement de l'audio, ça peut être quand même assez intéressant parce que je vous rappelle qu'avec un iPhone, on peut enregistrer que de l'audio et que dans certains cas, ça peut être assez intéressant parce que là-dessus, les kits qui sont vendus, moi j'ai le petit kit jaune. Si vous faites des recherches là sur Amazon, vous allez trouver, il y a différentes couleurs et dépendamment des générations, ça c'est le modèle l'année du jaune. Je me souviens plus c'est quelle année, je pense que c'est en 2022 qu'ils ont sorti ce kit-là et il vient avec 2 microphones. Alors vous avez le vôtre et vous avez celui de votre invité et donc ça peut permettre même de faire des entrevues à distance. Alors, je ne sais pas dans quel contexte vous pourriez le faire parce que ça se branche autant un appareil photo, autant un magnéto, autant parce qu'il y a des adaptateurs là, un enregistreur qu'avec un téléphone. Et donc, vous branchez ça, vous calibrez ça. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant là-dedans, c'est qu'il est muni
d'un Réducteur de bruit. Exactement. Et oui. et c'est là. On est une équipe, Bruno. On est une équipe. Merci. Je suis là pour toi. Non, moi j'apprécie beaucoup. Hein. Tu le sais que j'apprécie beaucoup quand tu Oui, arrives je à sais. compléter mon Un réducteur information. de bruit. Je te laisse la main. Vas-y, sur le réducteur de bruit. Le petit bouton jaune sur le côté. Exact. Sur le côté en plus. Ah, t'as vraiment Mais fait je me des suis devoirs. renseigné. Hein? Oh. Non, mais attends, tu me parles d'un truc. Je me dis, attends, si grand-père Bruno me signale qu'il faut m'intéresser à un produit, je vais m'intéresser au produit. J'en ai même commandé un pour te dire. Ah tu ben, vois. bon, écoute. Le pouvoir du podcast, Bruno. C'est On va fou, parler hein? de la publicité tout à l'heure en podcast, mais tu vois le pouvoir du podcast. Hein. On n'a pas encore évoqué le produit que je l'ai déjà commandé. Ouais. Ah ben, je suis bluffé. Ça, essaye de faire ça avec la publicité à la télé. Oublie tiens, ça, pour voir, ça marche pas. prendra au moins une Alors, non, vingtaine mais- de passages. Mais, Non, mais continue. donc continue. je poursuis. Je tiens, vous imaginez dans votre tête, là, je tiens mon petit boîtier. Alors, ce qui est particulier avec ça, donc c'est ça. Alors, c'est le système de filtrage. Et donc, quand vous allez vous retrouver dans un endroit où c'est particulièrement bruyant, où certains microphones pourraient faire défaut, ben, j'ai trouvé que, par exemple, au hasard, genre le CES, où il y a des milliers de Ouais. gens autour de vous, ben j'ai découvert parlent fort. qu'avec ça, en utilisant le système anti-bruit ou filtrage de son, ben ça vous permet de vraiment, encore là-dedans, là, il y a de l'intelligence artificielle, et les algorithmes se concentrent sur la voix qui est devant lui. Et donc, ça fait un très bon travail de filtrage. Mais Bruno, et ça fait longtemps que tu l'utilises? Ça fait 1 an environ. Je sais que tu t'es mis à la communication et ça, c'est un élément important et peut-être intéressant même, qui sait, pour nos auditeurs et auditrices. J'ai remarqué ces derniers mois une opération intensive de la part de Bruno Guglielminetti sur la communication en vidéo. On a eu d'ailleurs, et on en a parlé avec Philippe, une très très belle série de vidéos, et notamment une dans les couloirs, je pense, de Radio-Canada, devant des couleurs bleues, des bariolets, tout ça, magnifique. Mais j'ai remarqué que t'es beaucoup plus présent dans la communication sur tes podcasts en vidéo. Et ça, moi, l'ayatollah que je suis ne condamne pas ça. Au contraire, j'encourage l'utilisation de clips vidéo pour soutenir l'audio. Ouais. Mais est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est une impression ou... Ben, ça fait partie de mon apprentissage continu. J'aime ça, tester des choses. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir s'il y a un lien entre l'augmentation de la présence de la promo vidéo pour un podcast et les écoutes. Et je te dirais que c'est environ il y a 6 semaines que j'ai commencé et il n'y a pas nécessairement de causalité entre les deux. Et c'est ça qui est fascinant. Au niveau de l'écoute, maintenant, au niveau de la notoriété, ça c'est autre chose. Je pense qu'au niveau de la notoriété, c'est quand même un élément qui joue. Puis moi, tu vois, au niveau de la visibilité, je le constate parce que bon, évidemment, on est amis depuis longtemps. Je vois passer tes publications régulières, mais j'avoue que, à titre personnel, j'ai donné plus d'attention à certaines choses que j'ai vues récemment, dont tu parlais dans tes courtes vidéos, que tu calibres d'ailleurs de façon, et ça je conseille de jamais dépasser 1 minute à 2 minutes. Vraiment, 2 minutes, c'est vraiment le grand maximum. 1 minute, c'est déjà long, mais tu calibres ça de façon très précise et tu utilises un outil auquel tu m'as aussi converti. À la fin de l'année, il faudra quand même que je t'envoie l'addition parce que ça me coûte cher ces histoires. Mais tu m'as converti à Captions, qui est vraiment Caption là ou Caption, je sais pas comment on le dit, qui est vraiment le logiciel le plus convivial, le plus utile avec tout un tas de fonctions vraiment chouette pour faire des courtes vidéos qui te permet d'insérer des scripts et donc de te faire un prompteur qui te permet d'enregistrer directement à l'intérieur, etc. Tu utilises Caption et puis t'as les retranscriptions dessous avec les j'ai même remarqué, et tu vois, non mais le pouvoir de la vidéo, faut pas le nier non plus. J'ai remarqué que ces dernières semaines, tu étais passé au mode zoom avec Caption. De temps en temps, tu zoomes dans parce que Caption offre la possibilité de zoomer sur une partie du message. Et donc j'ai remarqué que tu avais activé ça dernièrement. Tu ne l'avais pas au début. Donc, tu évolues toi aussi. Oui, j'essaie des trucs pour voir si ça fait une différence par rapport au... Parce que, essentiellement, le zoom, il est là pour recapter, relancer l'attention de la personne qui regarde. Ouais. On s'entend. Il n'y a personne qui a inventé ça. Là. Ça fait longtemps que c'était su au niveau de ce qu'on offre pour stimuler l'attention des gens là, au niveau du changement ou de cadrage ou de resserrement, d'élargissement de l'image. Mais donc, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai testé. Mais reste que
quand je fais ça, l'idée, puis je m'en suis fait un peu une raison là-dessus, c'est beaucoup plus justement comme, j'allais dire, c'est pas nécessairement, et c'est plus nécessairement un call to action, genre aller écouter le podcast, mais juste d'être... Découvrabilité. Exactement. Dans la tête des gens. Le bruit du podcast aux oreilles des gens. Le bruit, c'est un vilain mot, mais le doux son de ton podcast aux oreilles des gens et le quoi titre qu'avec de ma ton voix, il y a podcast des gens qui diraient, ouais, c'est peut-être du domaine du bruit, mais ça, c'est autre chose. Très belle ta voix. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on tire comme leçon de cette, d'abord de ce petit matériel que tu nous présentes là, Holyland, qui se vend aussi en version, j'ai regardé, tu vois, j'ai vraiment fait mes devoirs, en version solo, c'est-à-dire le micro avec son capteur. Mais moi, je vais vous dire, pour la différence pour le de prix, acheter les deux. Ben oui, parce que rapidement, si vous faites le moindrement de production, vous allez vous retrouver à faire une entrevue ou à faire une co-animation avec quelqu'un, et ça sera drôlement pratique de pouvoir clipper la personne et d'avoir le même type de qualité. Est-ce que ça enregistre sur 2 pistes ou est-ce que c'est un mono? Pour le moment, moi, ça enregistre sur une seule piste. Donc, c'est un mono dual, c'est-à-dire que finalement, toi et ton interlocuteur, vous allez être en mono. Donc, la différence, et j'ai presque on en vient à la question que j'allais te poser, parce que moi, j'utilise le Rode Wireless Go 2, qui est un formidable, qui est un très beau kit, justement, qui fait exactement la même chose, qui est, à mon avis, peut-être, je sais pas, j'ai pas encore écouté le Holyland, mais j'ai entendu tes vidéos dont la qualité est quand même effectivement remarquable. Le Wireless Go 2, il est très très bon. C'est vraiment un excellent micro. C'est un petit boîtier rectangulaire. Son inconvénient, je dirais, c'est qu'effectivement, il capte quand même beaucoup de bruit extérieur. Il est très ambiant. Donc, si tu es dans un univers bruyant, c'est problématique. Ah ouais. Il reste que moi, tu vois, si je devais faire une entrevue, comme je l'ai fait par exemple à Denver, dans un univers un peu plus bruyant, je préfère prendre un micro, le SM58, ou un autre micro à main et poser ma question et aller vers mon interlocuteur que d'avoir peut-être deux je sais pas, tu vois, j'y réfléchis pendant que je te le dis. C'est sûr que quand on co-anime, c'est pas pareil, sauf que si on tombe tous les deux sur la même piste, moi j'y vois un inconvénient quand même à 2 sur une seule piste, parce qu'au niveau du montage, ça va être plus compliqué. Là. Encore là, si c'est bien synchronisé, il n'y a pas vraiment de problème, là, c'est vrai. Mais c'est un bon outil. Alors et puis pour ceux et celles qui font de la vidéo, et Philippe me faisait la réflexion, on a une petite pensée pour lui, mais Philippe me faisait la réflexion la dernière fois, puisque j'utilisais mes écouteurs, les AirPods Pro, pour faire des vidéos, et il me disait oui, la qualité du son, etc. Alors c'est vrai qu'avec ton appareil, la qualité du son est quand même bien meilleure. Oui, puis pour l'intérêt des gens qui nous écoutent, la distance aussi est importante. Je faisais un calcul rapide pendant que tu parlais. Ce microphone-là, il arrive à capter à 650 pieds, ce qui fait environ 200 mètres. Là. Wow. C'est pas rien. Donc, tu peux mettre ton interlocuteur au bout du stade de soccer et marcher tranquillement vers pour reprendre ton téléphone avec ton enregistrement. Non, mais ça peut être intéressant. Non, mais c'est bien de multiplier les options. Ouais. C'est très utile. Est-ce que tu veux nous parler de ton deuxième sujet maintenant, l'IA comme collaborateur dans nos productions? Oui, ça aussi, c'est parce que moi, de plus en plus, je les utilise dans mes productions. À la recherche. Bon, à la recherche. C'est ça. Mais là, on vient d'arriver dans une nouvelle étape, c'est-à-dire que de recherchiste, il passe à co-animateur, ou collaborateur en ondes ou en audio. C'est qu'il y a 2 temps. D'une part, la semaine passée, il y avait Amazon qui a annoncé que Alexa allait avoir de l'intelligence artificielle embarquée. Et donc, ça veut dire que Alexa, la plupart des gens nous connaissent, puis je suis désolé si je fais démarrer Alexa chez les gens là pendant qu'on parle. Oui, parce que ça arrive. Hein. Mais on nous écoute beaucoup à l'écouteur, j'espère. J'espère, mais même encore au casque. Tu vois, moi, je l'ai dit plusieurs fois, elle l'a pas entendu, elle est à côté de moi. Arrête de le dire. Là. Ah oui, elle jaunit, elle commence à jaunir. Le tour. Non, mais c'est vrai, je vois le contour qui bouge. Donc, elle est quand même à l'écoute, il faut faire attention. Oui, c'est ça. Alors, faut pas poser de questions. Non. On sera dans l'affirmation, donc il ne devrait pas avoir de problème. Donc, avec Alexa, ce qui arrive, c'est que jusqu'à maintenant, quand on l'utilisait, c'est un peu comme Google. On pose une question
question, elle va chercher, et puis elle nous donne l'information, mais vraiment, elle s'arrête à l'information, c'est tout. Là, Moteur de recherche. Exactement, vraiment comme la Google. Tandis que là, on est vraiment rendu à une expérience qui va ressembler à celle de ChatGPT, c'est-à-dire qu'on peut poser une question et là, il va avoir la réponse, mais mis dans le contexte avec plus d'informations et du complémentaire si on veut. Et là, on va pouvoir, jusqu'à maintenant, il y a depuis 10 ans, avec Alexa, on pouvait le faire par la voix. Mais là, imaginez, ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, on pourrait avoir, et c'est ce que Amazon nous promet avec l'IA embarquée sur Alexa, on pourrait avoir une conversation. Alors, pour des gens comme toi et moi et les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à l'audio, et à quelque part aussi au conte, au récit, ça commence à être intéressant là, parce que tu pourrais décider de brancher ton Alexa dans ton ordinateur ou dans ta console et avoir un entretien avec Alexa. Et elle va avoir elle commence à avoir une personnalité là, mais tu pourrais... Mais ça, je crois que c'est pour 2024, hein, la fonction intelligence artificielle. C'est pas pour tout de suite, mais 2024, c'est demain, là. Oui, puis de toute façon, regarde, dans un premier temps, ça sort aux États-Unis en anglais, puis par la suite, ça va être au Canada. Ça. Sauf que ça veut dire que ça s'en vient. Oui, donc bon, je vais bientôt pouvoir me passer de co-animateur. C'est la bonne nouvelle. Oui, je vais avoir Alexa. Je vais avoir plus de temps pour travailler sur Passé connecté, moi. Exactement, tu vas pouvoir nous ravir avec ton Passé connecté. Ouais. Mais non, mais je me passerai pas de vous. Vous êtes une intelligence trop non artificielle et essentielle. Mais donc c'est ça. Non mais intéressant. Tu vois, il faudra qu'on fasse une émission. Tiens, on pourrait dire que c'est le sujet de la prochaine émission sur en quoi les intelligences artificielles nous aident à la recherche. Parce que moi, c'est quelque chose sur lequel je suis très méfiant. La recherche, pour moi, comme je fais du documentaire. C'est très important. C'est le nerf de la guerre. Et je suis hyper précautionneux sur la qualité des informations que je collecte. Et donc, je ne me sers évidemment pas de ChatGPT pour faire de la recherche. Par contre, j'utilise une ou deux intelligences artificielles, pas très différemment de ce que je ferais avec Google, mais en même temps, selon des fonctionnalités qui sont très pratiques. Il y en a une qui s'appelle Andy, qui, par exemple, te permet de sortir les articles de presse. Donc, on est quand même dans un référentiel de qualité, mais de sortir les articles de presse qui sont sujets à ta question sous forme de cartes et tu peux les lire ou elle peut te les résumer. Et comme on est vraiment sur du contenu fiable, puisque évidemment, même si on fait quand même attention, même les médias se trompent et même la presse se trompe sur certains sujets, mais ça te permet de gagner beaucoup de temps. Et j'utilise aussi Perplexity AI, qui est une intelligence artificielle qui répond précisément à une question. Alors, tu vois, quand des fois je suis sur un sujet que je travaille et que je me dis, ok, mais c'est quoi les éléments qui ont conduit à ça? Bah, c'est exactement la question que je pose à Perplexity AI et j'ai une réponse qui est structurée en points que je peux aller vérifier après. Je dis, ok, il y a tel et tel élément. Ok, ça c'est intéressant. Donc, je pense que ça peut être chouette de faire un petit moment sur qu'est-ce qu'on utilise. Mais en avant-goût, je te dirais que tu pourras rajouter un troisième outil et c'est Write-Sonic. Je connais pas Write-Sonic. Write-Sonic, c'est quoi, moi, ça? j'ai même payé l'abonnement parce que je le trouve vraiment intéressant, là. Perplexity, j'ai pris l'abonnement aussi. Perplexity, je l'utilise à l'occasion. Mais Write-Sonic, c'est vraiment conçu pour les gens qui travaillent dans le contenu, que ce soit de façon amateur ou que ce soit professionnel, là, comme un journaliste. Et c'est vraiment fait en fonction de la création de contenu. Alors, ce que ça vous permet d'arriver à générer un texte à partir de... Vous auriez un mot, vous lui soumettez le mot, et puis après, ça va vous dire de quoi vous pourriez parler à l'intérieur de ces différents angles sur le sujet. Puis après, vous pouvez pousser la machine et vous pouvez, en 4 ou 5 étapes, si vous voulez, il pourrait vous pondre un texte. Si vous voulez absolument que ça soit fait comme ça. Mais sinon, vous pouvez lui donner l'hyperlien d'un article que vous trouvez pertinent, lui demander de le résumer, comme tu le fais avec un autre outil. Vous pourriez mettre un texte, et ça, à l'occasion, ça m'arrive avec mon Pensée connecté. Je vais prendre un texte, j'ai quelque chose d'assez succinct, mais je me dis, peut-être que je rajouterais... Je vais le développer? Ouais, je vais le mettre dans Write-Sonic et il va me rajouter un paragraphe. Ou si c'est trop gros, je disais, est-ce que tu es capable de me résumer ça puis de m'enlever un nombre de mots? Tu sais, à un moment donné, quand on a besoin de faire des textes très, très fixes. C'est fou comment on arrive à gagner en précision, hein, si on prend cette logique-là, là, c'est incroyable. Ah, c'est ça. Alors, c'est un outil. Puis maintenant, évidemment, comme tous les services d'intelligence artificielle, ils viennent d'ajouter l'image, ils viennent d'ajouter le son. Alors, mais ça, c'est vraiment intéressant. Pour les gens qui travaillent dans la création de contenu, là, Write-Sonic, c'est un bon arrêt.
assez incroyable. Ouais. Maintenant, tu voulais nous parler de ChatGPT aussi? Oui, parce que si donc Amazon a présenté la semaine dernière la nouveauté d'Alexa, cette semaine, moi j'apprenais la nouveauté du côté de ChatGPT. ChatGPT qui, la semaine dernière a confirmé que DALL-E, la nouvelle version de DALL-E qui permet de créer des images à partir de mots. Et non pas Dali, le célèbre artiste. Oh, mais on est très près. Hein. Oui, c'est vrai que j'avais jamais fait. On est dans l'évocation. Ils l'ont fait exprès, les malins. Hein. Oui. Dali. Ouais. Tu vois, tu vois, j'apprends encore des choses avec toi, Bruno. Ça fait plaisir. C'est sans fin. Moi, je suis là juste pour ça. J'attends toujours mon panettone, par contre, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, ça, c'est une autre saison. Parlerons. C'est une autre saison. On ne saison. coupera pas ça au montage parce que c'est un moyen de pression que j'essaie d'avoir sur toi et qui réussit pas beaucoup. Alors, on poursuit. Et donc, ChatGPT, aujourd'hui, j'apprenais que l'interface vocale arrive. Ça veut dire qu'il va nous parler parce qu'on peut lui parler sur notre téléphone, on peut utiliser... Oui, on peut déjà lui poser une question. Des Il fait la transcription et la question est envoyée. Et j'ai même vu, il y avait des extensions qui avaient été proposées, je pense, un mois après le lancement, à la fin de 2022, exact. Où on pouvait aller de façon vocale sur ordinateur et il nous répondait. Sauf que là, ça va être natif à l'intérieur de ChatGPT. Et ce que ça fait, c'est qu'on va pouvoir lui parler autant ordinateur que téléphone, et il va nous répondre de façon vocale. Et c'est là où il y a la nouveauté. Pour le moment, on sait qu'il va y avoir 5 voix différentes, donc 5 timbres de voix, 5 tons différents, et ça va être en anglais, mais le multilingue ne devrait pas tarder ensuite. Alors, encore là, une autre possibilité d'ajouter comme co-animateur ou comme élément sonore la présence de ChatGPT. C'est un peu particulier, hein? Ça veut dire que tu pourrais avoir une conversation comme ça avec quelqu'un, et là, il y a un des deux qui se dit... je me souviens pas de telle date, et là, t'interpelles ChatGPT. C'est quand même qui surprenant, apparaît dans l'émission. Ouais. Et qui va aller chercher l'information. C'est quand même très surprenant. Moi, je suis impressionné là parce que, au fond, ce qui est intéressant avec ces histoires d'intelligence artificielle, c'est que on est dans un millefeuille. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre quand on le voit pas venir, parce qu'on le voit pas bien venir, cette histoire-là. C'est que on se dit, il y a des solutions qui arrivent les unes après les autres, etc. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas avant que ça arrive, c'est qu'elles commencent à s'impacter les unes les autres et à se compléter les unes les autres. D'un côté, on voit par exemple la traduction multilangue. De l'autre côté, on voit l'apparition du langage. Et quand on est dans le public, on se doute pas qu'à un moment donné, quand ça va se former en un seul bloc, ça va te permettre de te parler et de communiquer en plusieurs langues et en vocal. Et ça va se faire instantanément parce que ces technologies existent. Stéphane, un meilleur exemple de ça, et je pensais jamais en faire à l'intérieur de mon carnet, mais c'est pas vrai, je l'ai fait une fois et c'était laborieux, c'est de faire des traductions. Ah oui. Mais audio. Ouais. Et la dernière fois, la première et seule fois que j'avais fait ça, c'était avec une entrevue au début de la guerre en Ukraine. Je parlais avec une entreprise qui était dans le numérique, dans la technologie, et j'avais une traductrice qui me le faisait en temps réel. Et puis après, dans le mix, j'ai rajouté la voix de la traductrice sur la voix de l'invité. Ça, c'était une chose. Mais récemment, j'étais à Toronto avec le patron d'une boîte canadienne qui ne parlait que l'anglais, et j'ai fait mon entrevue en anglais. J'ai été chercher la clip qui m'intéressait. Je l'ai mis dans un outil qui m'a fait la transcription. J'ai été chez Eleven Lab. J'ai fait lire la transcription en français. J'ai pris le texte qui m'avait été généré en français par une voix. Et je l'ai superposé sur la voix de mon invité anglophone. Normalement, là, j'aurais fait ça, avoir été à l'époque, quand j'étais à Radio-Canada, j'aurais dû faire entrer quelqu'un en studio, lui faire... Ça aurait été un travail de fou. Traduire le texte. Oui, mais ça m'aurait pris quelque chose comme 45 minutes là, pour coordonner tout ça. Là, j'ai fait ça en dedans de 5 minutes. J'avais tout ce que je voulais et ma clip, elle était là, traduite. C'est fascinant. C'est drôle, c'est la question que je me suis posée en revenant de Denver. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec les entrevues en anglais? Est-ce que je les diffuse en anglais? Est-ce que je mets une traduction simultanée, etc. Bref, c'est des bonnes questions quand on a des podcasts avec lesquels on a du contenu en plusieurs langues ou qu'on veut aller rejoindre peut-être des gens dans plusieurs langues. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais moi, c'est ce que je vois. Alors, probablement que dans l'avenir, je vais me permettre plus d'entrevues avec des anglophones et que je vais traduire de cette façon. C'est une très, très bonne option. Je pense qu'on est arrivé au bout de tes propositions de sujets, mon petit Bruno, hein, oui. Je me tue.
Tu voudrais qu'on parle de la publicité en podcast? Moi, je voudrais quand même qu'on lance ce sujet-là. Parce que ici au Canada, on sait qu'il y a une grosse problématique entre Meta et nos médias traditionnels, puisque le projet de loi C-18, a conduit à un bras de fer entre Meta et les médias. Meta ayant décidé de son côté de ne plus publiciser ou de ne plus partager, de ne plus accepter le partage d'aucun contenu en provenance des médias. Oui, mais pour être en accord avec la loi. Oui, pour être et pour aussi faire pression dans les conditions de. Non, pour être en accord avec la loi, c'est la nouvelle loi. Donc là, on se retrouve avec finalement plus de partage de contenu de médias traditionnels. Alors, ce qui, du point de vue des médias, est une problématique pour l'information, etc. Mais du point de vue de la publicité, est une autre problématique parce que moi, je découvre vis-à-vis des agences publicitaires ou des gens qui payent de la publicité dans les médias qu'ils perdent, on me dit, pas loin de 30% de visibilité sur les réseaux sociaux. Puisque si tu achètes une bannière publicitaire sur un média X, qu'on ne citera pas n'importe lequel, et qu'il est plus partagé sur Meta, si tu perds 30% de visibilité, tu perds 30% de portée dans ta campagne. Donc c'est quand même énorme. Alors ça, je me dis, ça vient quand même rejoindre le fait qu'aujourd'hui, le podcast est un outil qui est un outil formidable pour la communication et pour le partage de visibilité, pour la portée d'une marque, pour des opérations publicitaires, etc. Est-ce que tu crois que cette situation-là à laquelle on assiste va renforcer la position du podcasting en tant qu'outil publicitaire ou oui, tu penses que ça va avoir un impact? Et à raison. Je pense qu'il va prendre encore plus sa place dans l'écosystème de la publicité. Le podcast est une plateforme comme les autres. Au même titre que des gens vont décider d'investir un budget publicitaire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vont faire du placement de produits chez des influenceurs, mais le podcast a aussi sa place. Puis d'autant plus que systématiquement, puis même de temps en temps, je te vois relayer des études là-dessus, on se rend compte que la publicité qu'on retrouve dans les podcasts a un plus large impact parce que il y a un lien entre la personne qui anime le podcast et l'auditeur et que c'est souvent l'animateur donc de ce podcast-là qui va parler de ce produit-là et donc la personne va continuer à écouter, ce qui serait pas le cas si on tombe en publicité traditionnelle où ça coupe. On revient après la pause et là, les gens décrochent. Et c'est vrai qu'on parle plus d'une recommandation ou du domaine de l'influence que de la vraie publicité brute telle qu'on la connaît sur les médias traditionnels. Ce qui, pour moi, évidemment, et nous qui connaissons bien le système, est un grand avantage parce que, comme tu le dis, la recommandation, elle a une puissance bien plus forte que la publicité traditionnelle, mais en même temps, représente encore un gros enjeu, je trouve, pour parler avec des agences ou avec des marques, pour leur expliquer le bénéfice de ça. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a encore un grand écart entre le bénéfice qu'on constate dans les études, dans les statistiques et dans les résultats de campagne qui sont faites et la conviction qu'ont les gens qui sont des annonceurs ou qui sont placés pour être en position d'annonceur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, je ne vais pas me faire des amis auprès des gens qui font du placement média au Québec, mais c'est québécois. Tu crois vraiment? Oui, parce que dans le marché nord-américain, anglophone, il n'y a plus de preuves à faire. Ouais. Ouais. Pour parler avec des boîtes de Toronto puis de New York puis de Chicago. C'est vrai qu'aux États-Unis, on n'est pas là du tout. Là. Non, c'est clair, on est ailleurs. Là, oui. On achète de la publicité sur des podcasts qui démarrent. Ce qui est déjà une preuve de confiance dans le marché assez impressionnante. Non, puis donc ça n'a rien à voir. Et puis à partir de là, et le podcast, puis c'est drôle, hein, parce que des fois, je me retrouve à parler avec des gens qui sont en publicité et pour des campagnes, ils disent « Ah oui, moi j'aime ça des podcasts, j'écoute le tel. » Ouais, mais est-ce que ta prochaine campagne, tu pourrais la placer là-dessus? Ah ben je veux pas penser. Mais et pourquoi? Et c'est là que on cache pas le fait que moi j'ai co-créé avec André Envio une agence de publicité en podcast. Donc je commence à mesurer justement l'ampleur du travail à faire. Et tu peux donner le nom de l'entreprise? Podpass. Merci Bruno pour ce petit coup de pouce. Je te verserai le montant prévu à cette promotion en podcast d'ailleurs. Mais je vois l'enthousiasme.
et je mesure la difficulté de faire franchir le pas en même temps. Alors on a des fois des gens qui nous disent oui, je le fais, allez on y va, on se lance. Et d'autres fois j'ai l'impression de devoir prendre les gens par la main pour les amener à quelque chose qui nous semble tellement évident que j'ai du mal à comprendre pourquoi cette distance elle est si longue à franchir dans leur esprit. Est-ce que c'est un attachement aux médias traditionnels, aux pratiques traditionnelles? C'est une méconnaissance du média. Et là, tu es en train de vivre ce que à l'époque, moi j'ai vécu quand j'ai quitté Radio-Canada pour aller chez National. C'était 2010. Moi j'étais là pour expliquer et convaincre l'intérêt à des grands groupes là, canadiens et internationaux d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que le futur passait par là. Le futur de la relation client passait par les réseaux sociaux. C'était pas utopique, là. On voit ce qui s'est passé depuis, Ben non, c'est ça. Et le podcast, heureusement, aujourd'hui, il a pris sa place. Et il va aller qu'en grandissant dans l'écosystème de la communication, des médias. Tu sais, je pense à ce que Denis Martel disait la semaine passée, là. Denis sur Martel, le podcast, qui est un stratège numérique bien connu au Québec. Oui, le podcast, comme d'autres plateformes numériques, est en train de prendre sa place et c'est une place de qualité qui est là, qui est prise, parce que maintenant, les médias sont tellement pris dans leur reformatage de très courte durée que c'est probablement, je vais reprendre son expression, de slow media. C'est le seul endroit où les gens peuvent venir pour s'entendre penser et entendre penser les gens. Et c'est pour... Oui, mais ça, là, c'est du temps de qualité. Alors, quand tu arrives à associer un produit ou un service dans ce contexte-là, et ça doit rassurer nos podcasteurs et nos podcasteuses ici au Québec qui se disent quand ils regardent le marché américain qui est en train d'exploser et le marché français parce que la France est déjà entrée dans le système de la publicité en podcast, qui se disent pourquoi nous on n'y arrive pas. Il y a des exemples de plus en plus courants là, ça se fait de plus en plus, mais c'est vrai que ça semble, t'as raison, ça semble plus difficile ici en francophonie canadienne. Peut-être que c'est aussi une certaine lenteur qui va se rattraper, mais il y a quand même un argument, moi je trouve, qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'étude qu'il y avait eu au Paris Podcast Festival, et toi, moi et Philippe, à juste titre, je pense, on a levé une petite critique sur la qualité du panel et l'échantillonnage en particulier, qui était très faible. Mais quand même, un élément qui sortait, c'était qu'une entreprise qui faisait de la publicité dans l'univers audio, en particulier dans le podcast, elle avait l'air plus moderne, plus innovatrice, plus proche de son auditoire. Et je suis surpris, moi, toujours de constater que les marques n'évalue pas ça à la valeur que ça a. Parce que quand tu es une marque, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te différencier, tu veux te distinguer. Et justement, un endroit où tu peux te distinguer, c'est un endroit où il n'y a pas encore beaucoup de publicité, où le marché est quand même très ouvert, où il y a une masse de contenu pour porter ton message qui est incroyable, avec des contenus de niche sur ton sujet à 100% ou un petit peu plus large. Ouais. Donc, il y a un tel potentiel que je trouve que c'est un peu encore dommage de devoir batailler pour que les gens arrivent à se lancer, tu vois. Ouais, mais écoute, moi je vais prêcher pour les gros joueurs québécois qui ont de la vision, je pense, puis je vais les nommer là, les TELUS, Deloitte et Desjardins, des boîtes avec qui j'ai fait des séries, moi. En podcast dans mon carnet avec des blocs d'entrevues parce qu'on pouvait prendre le temps d'expliquer différentes questions qui sont le cœur de leur business. Ben ça, quand les gens vont comprendre que oui, on peut faire une publicité, mais on peut aussi aller un petit peu plus loin puis être créatif dans la présence qu'on peut avoir dans un podcast, ça, quand les gens vont comprendre ça, ben peut-être qu'ils vont parce qu'on peut être super créatif. Et ça aussi, ben tu soulignes un point mais vraiment incroyable de la discussion, c'est que on peut être super créatif dans la publicité en podcast. Tu sais, il y a la programmatique, il y a l'insertion dynamique, ces formes de publicité où on insère un message qui est souvent d'ailleurs une pub radio qui a été transférée pour de l'audio, donc qui est pas au niveau du sonore, qui est très agressif souvent, sur laquelle la musique joue beaucoup plus fort que le son, que la parole, etc. Donc on sait que l'impact il est pas super, on apprécie moyennement ça, même si le taux de rétention est quand même très bon, bien plus que sur les autres formes de publicité. Mais on l'apprécie moins. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous à Podpass on s'est penché vraiment sur la question du. Tu vois, on a beaucoup parlé de host read au début de notre projet, et maintenant je parle beaucoup plus de publicité native. Et
j'essaye d'implémenter d'amener l'idée d'une publicité native. Une publicité native, ça veut dire quoi? C'est une publicité qui est conçue par et pour le podcast. Et cet esprit-là de publicité native, il répond à l'idée que tu te fais de l'inventivité. Parce que ça peut être quoi une publicité native? Ça peut être que moi, Stéphane, j'ai un podcast qui parle d'un produit quelconque et que toi, Bruno, tu as mon carnet qui a des codes d'écoute qui sont très intéressantes et que moi, dans mon carnet, je te demande, est-ce que tu serais d'accord pour, dans ton fil RSS, inclure une petite publicité qu'on présente et qui serait un micro-épisode ou un micro-sujet, ou est-ce que tu serais intéressé à me recevoir pour que je parle de mon produit, ou est-ce que tu voudrais faire une annonce en host-read? Déjà là, on a 3 formes de publicité différentes qui permettent de faire parler d'une marque dans d'excellentes bonnes conditions. Et ça, moi, je trouve que c'est assez incroyable parce que cette imagination-là, tu l'as plus dans les autres volets de la publicité. On sait, tu fais une bannière. Non, tu peux plus parce qu'elle est tellement formatée qu'elle a plus cette flexibilité. Donc l'innovation, l'inventivité, la créativité, l'originalité, être le premier à être dans une nouvelle place, c'est l'univers du podcast. Alors j'espère qu'on va convertir des gens. C'était pas vraiment l'objectif, mais je me rends compte en discutant avec toi que c'est vachement motivant parce que c'est quand même un élément moteur, je pense, de la motivation d'une marque pour exister dans un autre univers, pour faire parler d'elle, pour être la première aussi à être dans un univers qui vaut vraiment le coup et qui est vraiment original. Alors je sais pas, on verra comment tout ça évolue. C'est vrai que les États-Unis sont très en avance sur nous. Je vois beaucoup en France de plans publicitaires. Tu sais, ça me fait penser un peu aux investissements publicitaires sur certains contenus où quand on crée du contenu de marque, on dit il faut prévoir un budget pour la promotion de ce contenu-là. Et tu vois qu'en France, moi, les gens à qui je parle me disent aujourd'hui, on est quasiment à 60-40 si c'est pas 50-50. On met 50% du budget sur la production, 50% sur le marketing. Alors que ici, quand tu parles à une marque et que tu lui dis, vous savez, ce serait bien si vous arriviez à mettre 30% sur le marketing, on trouve ça difficile parce que les budgets sont serrés, parce que les contraintes sont importantes, parce que le public est peut-être pas aussi énorme. Mais tout ça, ça participe un peu au blocage de la machine, là. Puis il y a l'autre côté aussi de la lorgnette, c'est-à-dire qu'il y a le podcasteur lui-même. Il y en a qui sont encore, je dirais pas frileux, mais qui se posent la question, est-ce que je vais quand même mettre de la publicité sur mon podcast? Est-ce que je vais me vendre? C'est normal de se poser la question quand tu as un produit qui est une passion, que tu as créé par plaisir ou par passion. C'est normal de te demander si tu fais bien de le faire. Mais à ces gens-là, je me dis, oui, et tant mieux si vous pouvez, si vous faites le choix de dire, moi, tu sais, il y en a qui vont jouer au golf, il y en a qui vont jouer au hockey, il y en a qui pratiquent la danse. Moi, je fais un podcast. C'est merveilleux. Mais si vous êtes dans une niche que vous pouvez développer et que vous pouvez monétiser, moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Et tu sais, récemment, la semaine dernière, il y avait monsieur Tremblay, que je salue, peut-être qu'il nous écoute, qui m'écrit sur les réseaux sociaux en disant, je sens que votre émission cette semaine, je l'ai pas encore écoutée, là, mais elle semble plus commandité qu'à l'habitude. Puis j'ai répondu, j'ai dit, je vous remercie de votre commentaire, mais j'ai dit, moi, je tiens à être transparent par rapport aux commandites qui sont dans les épisodes. Puis j'ai dit, et vous avez un choix, où je demande aux gens qui écoutent mon carnet de payer, ou je demande aux commanditaires de payer. Et le monsieur m'a remercié de ma réponse. Et c'est ça. Oui, c'est la question de la transparence aussi. Oui, mais quand on veut passer à une prochaine étape, et donc de monétiser cette passion qui nous anime et qui fait qu'on est là semaine après semaine ou mois après mois, à un moment donné, oui, on peut penser à la publicité et à la commandite. Et ça, il faut pas en avoir peur parce que ultimement, tu sais, il y a, moi je dis toujours, les banques et le gérant et Revenu Québec, la passion, ils s'en foutent un peu. C'est pas avec ça qu'ils vivent. Ils veulent des dollars. Puis non, c'est ça. Moi, c'est les discussions que j'ai, mais faut dire aussi les choses. Il y a beaucoup de podcasteurs et de podcasteuses qui ont envie de faire de la publicité, surtout de la publicité native en host-read, de soutenir un contenu qui leur ressemble, un produit qui leur ressemble, de parler de choses qui les animent, parce qu'ils sont passionnés. Donc, et ils ont aussi des passions personnelles. Tu vois, Andréane, dans nos discussions, ma partenaire sur Podpass, elle me disait, et tu sais, on peut aussi aller choisir une marque pour un podcast en fonction de la passion personnelle de l'animateur ou l'animatrice. Oui. C'est vrai, parce que c'est pas parce que tu as un podcast X qui parle d'un sujet que tu rejoins pas un public qui concerne une marque qui est pas forcément attenante au sujet, mais c'est
pas aussi pour ça que tu dois t'empêcher, si tu es un passionné, par exemple, de course hippique, d'aller soutenir une marque qui touche à ta passion personnelle. Ça va se sentir, ça, dans ton message. Donc, c'est important aussi. Puis, moi, les discussions que j'ai beaucoup avec les podcasteurs et les podcasteuses, c'est quand ils s'inquiètent comme ça en disant, mais est-ce que ça va nuire? D'abord, on sait que ça ne nuit pas. Si c'est pas exagéré, si c'est fait dans des bonnes conditions, et si c'est du host read ou si c'est de la publicité native, comme je l'appelle, je pense que ça ne nuit pas. Les statistiques prouvent d'ailleurs que le taux d'acceptation est très très fort. Et en même temps, il y a un truc, c'est que la passion, c'est bien. Mais la passion, ça s'émousse, ça se fatigue, et à un moment donné, on a besoin d'un coup de main. Et ce coup de main, s'il est financier, il va te permettre de continuer ta passion. Donc moi, ce que je dis aux podcasteurs et aux podcasteuses, c'est si vous avez une passion qui vous a amené quelque part, il n'y a pas de raison que vous n'alliez pas chercher de l'argent pour continuer à vivre cette passion. Et ça permet par exemple de déléguer la production à quelqu'un, de déléguer le montage, de déléguer le nettoyage des pistes, de déléguer des choses simples, de déléguer la mise en ligne, etc. Et tout ça, au fond, c'est la publicité qui va te permettre de continuer ta passion. Ça vient pas, tu sais, c'est pas l'enjeu de un côté la créativité et de l'autre l'argent. L'argent ne nuit pas toujours à la créativité. J'allais dire, on éloigne nos sujets, mais si ça peut faire cheminer la réflexion de gens qui nous écoutent. Oui, parce que on est loin et on n'est pas loin en même temps, dans le sens où on est quand même dans l'univers du podcast et on se pose des questions sur, non pas la survie, parce qu'on sait que cet univers-là, il va de mieux en mieux, il est de plus en plus écouté. On parle de 510, 540 millions d'auditeurs dans le monde l'année prochaine. Donc on va plus jamais, l'audio ne va plus jamais s'arrêter. Le streaming est une vague gigantesque qui va d'ailleurs emporter beaucoup de choses avec elle. Et maintenant que les radiodiffuseurs voient leur salut exact, dans le podcast, la dernière étude qui vient de HEC Montréal, qui était chapeautée par Sylvain Lafrance, avec la RAI italienne, et c'est essentiellement, c'est ça qu'il dit, c'est que la radio d'hier et d'aujourd'hui, son futur, c'est le podcast, c'est l'audio. Oui, la radio puis les médias traditionnels. Regarde le Washington Post ou d'autres journaux américains qui ont décuplé leurs revenus publicitaires par l'audio, en allant sur l'audio, en créant des formats courts, en créant des formats longs, en créant des formats documentaires, et donc en complémentant leur puis tu as raison, la RAI était très en avance aussi. Moi, je me rappelle d'avoir lu une étude il y a peut-être un an où ils expliquaient qu'avec leurs animateurs vedettes, ils ont développé des podcasts qui a ramené une visibilité incroyable dans des journaux même aussi locaux, dans des revues locales, des petits journaux. Donc oui, il y a un vrai filon là-dessus, puis ils ont raison de l'utiliser, ça c'est certain. Avant qu'on se quitte, Bruno, je pense que si on a fait le tour de notre sujet, avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu penses de ce bêta 87A, de ce SM. Alors, juste pour placer un petit peu ce que c'est comme type de micro. C'est un micro dynamique, mais c'est aussi un supercardioïde. Donc, ça veut dire qu'il va offrir un gain maximal et il va supprimer autant que possible l'effet Larsen ou l'effet de retour, et il va couper un peu les sons qui sont en dehors de l'axe du micro. C'est pourquoi c'est le genre de micro qu'il faut présenter face à la bouche, ou en tout cas de biais, mais quand même assez dans l'angle de la conversation. Et c'est un micro qui est fait pour les voix. En théorie, c'est plus un micro de chant, mais moi, je te dis, je l'utilise pour les entrevues, et je trouve que c'est un très bon micro. C'est évidemment pas le micro qu'on prendrait habituellement pour un podcast du type conversationnel comme on fait ici. On utiliserait n'importe quel autre Shure MV7 ou utiliser ce que vous voulez, mais pour les entrevues, c'est très bien. Mais si vous faites un podcast devant public à l'extérieur, c'est le micro qui est parfait pour ça. Exactement. Parce que c'est justement, c'est un micro qu'on tient dans la main, ça, donc pour imaginer un peu la chose. Et quand vous avez des invités qui savent plus ou moins comment manier le microphone, c'est parfait parce que ça va aller chercher la voix. Ce que j'aime pas, par exemple, d'un supercardioïde, et ça, il faut être conscient de ça, c'est que si on le compare au cardioïde, c'est que le supercardioïde, oui, il va aller chercher beaucoup plus la voix devant lui, mais il y a quand même une petite poche derrière le micro où il va aller chercher un peu de son. Et c'est là où il faut faire attention. Donc, c'est parfait quand on est dans un environnement contrôlé, comme une salle, comme sur une scène. Vous avez un panel, vous avez ça, c'est parfait. Mais du moment qu'il y a trop de bruit dans l'endroit, là, on va entendre plus de bruit que si vous aviez un micro-cardioïde classique. C'est parce qu'il d'une certaine façon, il surdimensionne le bruit. Donc, c'est normal que les bruits parasites viennent aussi de façon surdimensionnée. Par contre, ce qui donne en échange,
c'est quand même une qualité sonore, une tessiture, une intensité des basses qui est supérieure à la moyenne. Donc, d'une certaine façon, il booste un peu les basses. Moi, je trouve que le résultat est pas mal. Je sais pas comment toi tu l'entends à l'autre bout de la conversation, mais je trouve que c'est quand même pas mal pour un micro qui est pas destiné à être un micro de table, là. Et moi, je vais dire, puis les gens l'auront probablement remarqué pendant notre conversation, quand tu es éloigné du micro, le son est parfait, mais du moment que tu, pour une raison ou pour une autre, tu te rapproches du microphone, ben là, on commence à sentir un peu de perturbation de prise de son. C'est normal, c'est parce que tu as raison, je devrais rester à une distance d'environ peut-être 5 à 10 pouces, là, facilement. Parce que si je me rapproche trop près, effectivement, je lui donne trop de jus, là. C'est sûr que je le sature un peu et que peut-être il en prend un petit peu trop dans le nez. En tout cas, c'est un bon micro. Moi, je trouve que pour les entrevues, c'est un formidable micro. Puis la semaine prochaine, on essaiera enfin la semaine prochaine, dans 15 jours, pour notre prochain épisode, on essaiera le SH55 si vous le voulez bien et si notre ami. Wow. Bah oui, mais là, attends, je vais me prendre pour Elvis Presley. Là, il va falloir que je révise mes classiques. Mais tu vas devoir reconstruire ton studio. Tu crois qu'il va falloir que... Pas être capable de l'accueillir. Et que je mette une veste en cuir aussi? Ben, s'il vous plaît. Ouais, on en reparlera. Et peut-être prendre une photo. Ah, mais c'est sûr que ça, je vais prendre des photos, on diffusera tout ça. N'oublie pas de te graisser les cheveux. Hein. Oui, c'est vrai, de me mettre Pour l'audio, là, c'est meilleur parce que la réverbération sur le son, sur les cheveux, ça va être quelque chose. On ne cessera jamais d'en apprendre avec toi, Bruno. Avant de terminer cet épisode, je veux vous rappeler que le Podcastologue, c'est aussi une infolette sur LinkedIn. On est suivi par près de 1000 personnes maintenant et je suis très heureux de ça parce que je sais que ce sont des gens qui participent au milieu audio et qui sont donc, comme nous, passionnés par ce qu'on fait. Et comme vous le savez, il y a plus d'actu info de 15 minutes. Donc, toute l'info que vous trouvez dans le Podcastologue et j'y ajouterai le lien vers les petites actualités de l'univers de la technologie passé connecté de Bruno parce que c'est quand même assez sympathique et intéressant à écouter. Et encore une fois, je vous le dis, la voix de la madame au début, c'est rien que ça. Non, mais ça vaut le détour. Bruno, je te remercie d'avoir tenu deux rôles finalement, le tien et celui de Philippe. Puis Philippe, on a une petite pensée pour toi, hein. Remets-toi bien, repose-toi, prends du temps pour toi. On sait que les salons approchent. Là, on va se retrouver au Paris Podcast Festival. Bruno, je crois pas que tu ailles à Paris pour le Paris Podcast. Non, moi, je me concentre sur les États-Unis jusqu'en janvier. Ben oui, tu es notre envoyé spécial aux États-Unis. Alors, j'en profite pour saluer Claudia Lecuyer qui nous écoute régulièrement. J'ai découvert avec plaisir qu'elle nous écoutait régulièrement et c'est la personne qui s'occupe justement de m'envoyer, de me faire parvenir le matériel de chez Shure et je l'en remercie. Alors voilà, on met fin à ce 22e épisode de cette nouvelle saison du Podcastologue. Encore merci à toi, Bruno. Ce podcast, c'est une production Ghostscript Media. Il est réalisé par toi, Bruno Guglielminetti et moi-même. On remercie notre partenaire Edisound, dont vous pouvez consulter le site à edisound.com. Nous, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi maintenant mettre des commentaires sur Spotify. Écoutez tous nos épisodes que vous avez manqués jusqu'à présent. Recommandez les épisodes à vos amis. Parlez-en à Alexa. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous. Et avec ton micro. Merci Bruno. Voilà une affaire rondement menée. Ouais. Move a little faster. Move a little faster. I knew it, I had to go. Move a little faster. Step inside.